La passion de Yang Kuei-fei, favorite impériale, d'après les anciens textes des dynasties chinoises, par G. Soulier de Moran. Chapitre 1. Des nuées printanières planent au-dessus de la ville et promènent leur ombre par-dessus les murs dans les jardins. Le fleuve bordé de palais est diapré par le soir, et, de partout, monte la pureté plaisante des parfums de la saison. Les fleurs, dans les vergers fouettés par l'averse, voient tomber une partie de leurs phares. Les nouveaux gardes du dragon combattant sont en rang épais autour du trône impérial. Dans le palais des jasmins, les parfums brûlent lentement. Quand reverrons-nous la fête du don des pièces d'or? Quand nous griserons-nous encore à la vue des beautés vêtues d'étoffes chatoyantes en écoutant les luttes harmonieux? Tofu. Dans la salle du trône, le soleil matinal pénètre librement de trois côtés.
caressant au passage les colonnes de cinabre, les tapisseries brodées de vives couleurs, et, sur les tapis épais au ton d'or, le triple rang des ministres et des courtisans aux robes somptueuses. Des fumées bleues s'élèvent en spirale des hautes torchères ciselées où brûlent de subtils parfums. En haut des marches, sur le trône de jade aux griffes de dragon, le maître du monde, vêtu de brocart d'or, est assis, grave et songeur. Sur les larges degrés, des objets rares sont posés sans ordre. Coffrets de métaux enrichis de pierres précieuses venues du sud éloigné, vases de néphrite sculptés débordant de grosses perles, coupes de verre translucides apportées de l'Occident lointain, rouleaux de soieries et autres offrandes de tous les peuples de la terre pour la fête des 1000 automnes, la fête du don des pièces d'or, anniversaire de la naissance du Fils du ciel. Derrière le siège élevé, des jeunes femmes aux cheveux en nuages, aux longues robes flottantes, au visage habilement fardé, jouent une mélodie douce, accompagnant les hautbois et les flûtes avec des guitares et de courtes harpes. Des eunuques, en tunique blanche, se tiennent près d'elles, portant des plateaux d'or chargés de lourds miroirs ciselés. Le Seigneur fait un signe, la mélodie devient rythmique. Il déclame d'une voix grave. J'ai fait fondre aujourd'hui ces miroirs en souvenir des 1000 automnes. Leur éclat non pareil est fait de 100 métaux mêlés. Et je veux les donner à tous mes dignitaires, afin que chacun d'eux, y cherchant son image, puisse y voir à jamais la pureté de son cœur. Sur la terrasse entourée de fleurs éternelles, au bord de l'eau transparente, le soleil brille et fait jouer les ombres. Les hauts dignitaires ont crié leurs vœux. Je garderai toujours leurs souvenirs avec douceur, dans la profondeur de mon cœur ému. Quand le dernier écho du tonnerre des acclamations s'est éteint sous la voûte aux peintures d'or, d'azur et de pourpre, le grand cérémoniaire prononce les mots sacramentels. Si les ministres n'ont pas d'affaires urgentes à exposer, alors l'audience est levée. À ce moment, un vieillard à la longue barbe blanche, dont la robe d'un bleu profond est brodée d'astres, s'avance et s'étend agenouillé devant les marches du trône. Il dit : Votre humble sujet, le grand observateur du ciel, ose élever sa voix. Sur un signe de tête du souverain, le vieillard continue. Ô char de lumière, ô 10 000 années! Un événement mystérieux s'est produit hier dans le vide immense. À l'heure où le ciel déclinait, au premier scintillement des constellations, une étoile éclatante est apparue, traînant à sa suite des nébuleuses aux lueurs néfastes. Elle a pénétré dans le quadrilatère du boisseau septentrional, siège même de la maison auguste de notre empereur. En même temps, et d'un autre côté, s'avançait vers le même point une étoile au reflet rougeâtre. Les mouvements de la terre et du ciel étant liés étroitement, nous avions là, sous les yeux, l'image même de ce qui allait se passer à l'intérieur des 4 mers. La comète, selon les interprétations antiques, représente une femme dont l'influence bouleversera le monde. Les nébuleuses, elles, sont les membres de sa famille et ses amis. Quant à l'étoile au reflet rougeâtre, elle est un présage de guerre et de rébellion. Ainsi donc, une impératrice ou une épouse secondaire d'une rare beauté est entrée hier dans le harem. Sa famille et sa suite occuperont les plus hauts postes. Elle favorisera un étranger dont la révolte causera des désordres illimités. Inquiets dans notre cœur, nous, les astronomes, nous avons aussitôt interrogé le chef des eunuques et les ministres de la maison. Or, aucune femme n'a pénétré hier dans le harem. Les signes étant certains, nous sommes devant un mystère que la sagesse souveraine peut seule comprendre et expliquer. Ayant ainsi parlé, il se tait, et le silence règne à nouveau dans la salle immense. Le Fils du ciel, la joue appuyée sur la main, l'avait écouté avec attention. Il reste quelque temps songeur, puis lève enfin la tête. Ô sage ministre, depuis 2 jours, aucune concubine n'est entrée dans mon palais. Ce que vous avez observé dans le firmament n'était que le reflet d'une émotion passagère en mon âme. J'avais résolu de garder le silence sur cette affaire. Mais le ciel, mon père, a vu jusque dans les profondeurs de mon esprit, et je vous expliquerai sans tarder ce mystère. Hier, à l'heure où le soleil rougissant allait toucher l'horizon, j'errais seul au bord du lac, et je buvais l'haleine parfumée du printemps. Bouleversé d'admiration devant la splendeur des cieux, l'éclat des reflets nacrés sur les eaux,
la douceur des verdures nouvelles et la vivacité des teintes des buissons en fleurs, j'avançais lentement, pendant que s'éteignaient la pourpre et l'or du couchant, et que le globe de la lune, déesse de l'amour, versait des flots d'argent fondu sur la terre apaisée. C'est alors qu'une vision merveilleuse frappa mon regard. Une fée endormie m'apparut soudain, étendue là tout devant moi, près de l'eau, sur des coussins de brocart sombre. La beauté miraculeuse, l'élégance flexible de son corps alangui, ses mains, aux longs doigts fuselés, l'expression de son visage, tout en elle, enfin, la proclamait une élue des régions supérieures. Dans le sommeil, son âme était à demi détachée de son corps insensible, et répandait autour d'elle comme un halo de lumière. Mon âme, que ses transports, devant la splendeur du couchant, avaient élevé au-dessus de moi-même, se baigna et se fondit délicieusement dans cette irradiation indéfinissable. Et moi, je percevais 1000 pensées brillantes et délicates. Il me semblait voir d'innombrables lueurs fugitives et charmantes dansant et s'éteignant tour à tour. Il se tait, longtemps songeur. Alors le grand astronome prononce. Mais, auguste Seigneur, les étoiles indiquent que la beauté est entrée dans le palais. S'est-elle éveillée? A-t-elle parlé? Le souverain remue la tête. Je n'ai plus l'impétuosité irréfléchie de la jeunesse, et je n'ai voulu ni l'approcher, ni l'éveiller, ni même lui parler. Quand le destin nous accorde la faveur d'une vision parfaite, il faut nous garder avec soin d'aller au-delà. Nous risquerions d'en effacer l'acuité rare par une réalisation toujours inférieure. Non, depuis hier, je vis dans une extase de beauté dont je veux conserver à jamais l'impression pure. Vous avez l'explication du mystère. Et sur un signe du grand cérémoniaire, les courtisans, agenouillés, touchent de leur front les tapis fleuris, se relèvent et s'éloignent en silence, laissant le souverain rêveur, immobile et seul. Chapitre 2. Pendant que, vers l'est, au-dessus du lac, la lune monte lentement, cheveux dénoués, il se laisse bercer par la fraîcheur du soir. Sur la terrasse ouverte, étendue, il goûte le silence et le repos. Les lotus, caressés par la brise, lui envoient leur haleine parfumée. Avec un bruit clair, la rosée tombe goutte à goutte des bambous. Il songe à prendre un luth et à chanter, mais aucun chant ne pourrait égaler son extase. Dans son cœur bouleversé, il portait une image. Ô bonheur! Dans l'enchantement vespéral, un songe l'a fait passer devant ses yeux. Mongrao Chan. Dans la salle d'audience envahie par l'ombre de la nuit, le Fils du ciel, seul et songeur, est encore assis. Ses deux mains reposent sur les bras griffus de son siège sacré. Sa tête s'appuie sur un soleil de gloire ornant la poitrine du dragon d'or cabré, dont la gueule crache des flammes et s'élève comme un dais, et dont la queue écailleuse, enroulée en quintuple cercle, figure les marches du trône. Dans la solitude et le silence, il s'abandonne à la griserie de beauté que sa vision avait éveillée. Il ouvre son âme aux harmonies subtiles planant dans l'atmosphère du soir, et goûte la délicatesse des parfums que, dans le crépuscule, exhalent les floraisons lacées. Le clair de lune transparent verse de la neige sur les allées blanches, sur les fleurs des bordures, et, plus loin, sur les somptueux lotus à la tête penchée au bord du grand lac miroitant. Soudain, un bruit trouble la nature endormie. Des pas légers glissent sur les dalles de marbre. Le maître du monde lève la tête. Ses mains se crispent sur les pattes d'or aux griffes de jade. Par-delà les colonnes du palais, entre les rangées d'arbustes bas, une jeune femme s'avance, la démarche balancée, un sourire timide sur ses lèvres vives. La fée, murmure-t-il. Par quel miracle la revois-je encore? Elle est restée debout au pied des marches montant vers les terrasses. Derrière elle apparaît un homme aux chairs molles et blanches, aux longues robes brodées, retenu par une ceinture d'argent ciselée. Il s'avance, pénétrant dans la salle et s'agenouille. Moi, chef des gardiens des appartements secrets, je mérite 1000 morts. La nouvelle élue du harem aurait dû être présentée vers le milieu du jour. Mais le char de lumière restait immobile. Nous n'avons pas osé troubler la sainte méditation. Son nom est bracelet de jade.
de la famille Yang. La jeune femme, alors, monte les degrés et vient s'agenouiller au pied du trône, disant de sa voix musicale. 10 000 années, 10 000 années, 10 000 fois 10 000 années. La rosée de la faveur descend jusqu'à moi. J'obéis aux ordres du ciel. La lune, déesse de l'amour, passant à travers les colonnes, verse sa lumière tendre et lascive sur la séduction de la nouvelle élue, et l'iris d'un brouillard de désir. Le souverain, penché vers elle, boit sa vue à longs traits. Il dit enfin. Tu n'es donc pas une fée. Non, je ne puis croire que tu sois réelle. Elle a un petit rire, et la clarté blanche joue sur l'orient de ses dents. Elle répond, rythmant ses paroles. J'ai grandi solitaire à l'ombre des grands bois. L'humble douceur de mon parfum, le violet de mes pétales se faneront sans donner un instant de plaisir, car je n'ai pas l'éclat du rêve. Poète, s'exclame-t-il, mon bonheur est sans pareil. Si ta vertu égale la beauté de ton visage et le charme de ton esprit, le ciel m'aura vraiment fait un don inestimable. Cependant, le chef des eunuques s'est relevé, et, courant derrière le palais, a jeté un appel. Aussitôt, de tous côtés, des serviteurs accourent, portant, les uns de massives torchères, les autres d'innombrables plateaux chargés de mets et de boissons qu'ils disposent sur des tables basses. Bracelet de Jade, cependant, dit. Je reçois humblement l'excès de vos éloges, et je sens profondément mon indignité. Comment pourrais-je supporter l'éclat de votre lumière? Des musiciens étaient entrés à leur tour, et préludaient déjà doucement. Le Fils du ciel, silencieux, regarde longuement sa nouvelle épouse. Enfin, il fait un signe. Le rythme des instruments se précise, et il chante. Ô coiffure exquise, verse un peu sur le côté, selon le goût de la cour. Visage de lotus fait de roseur, de tendresse et de parfum. Sourcils d'ombre, si bien tracés qu'il n'est besoin de les dessiner à nouveau. Ô grâce divine, qui parcourt et anime toute la longueur de tes boucles. Ne te penche pas vers moi, tu bouleverserais tout l'empire. Ton époux est brûlant de passion. Tous deux encore dans la jeunesse de nos années. Ah, sachons goûter l'éclat de si beaux instants. Le chef des gardiens, en hâte, a pris note du poème ainsi composé, afin de le transmettre aux historiographes qui l'inscriront dans les annales du règne. Le Fils du ciel est descendu de son trône, et, prenant par la main la jeune femme, il l'a menée près des tables du festin, s'asseyant avec elle sur d'épais coussins disposés sur les tapis. Pendant qu'ils goûtent aux mets qui leur sont offerts, l'orchestre joue la première mesure d'une hymne ancienne, et bientôt un chœur de chanteurs s'élève, harmonieux et noble dans la nuit. Réjouissons-nous de la faveur, que les chants retentissent dans les pavillons de jade et dans les chambres d'or, que les rayons de l'aurore illuminent à jamais le bonheur. Nos regards sont éblouis d'avoir trop longtemps contemplé le soleil. La majesté du dragon s'élève jusqu'aux nuages. Les parfums du printemps voltigent dans le palais. La lune ronde verse de l'or. La foule des flambeaux d'argent fait danser des milliers d'ombres. Partout, les rideaux de perles s'entr'ouvrent. La voie lactée brille doucement. La destinée donne au palais un éclat nouveau. Le phénix et le louane, l'oiseau de la passion, sont venus parmi les arbres en fleurs. Des sons harmonieux planent sur les eaux. Dans la nuit, inondée de lune, puisse chacun trouver un bonheur paisible dans la lumière ou dans l'ombre. Les dernières harmonies s'éteignent. Le Fils du ciel regarde profondément sa compagne. Il dit enfin. L'éclat des flambeaux a dissipé l'ombre. Je vois mieux maintenant les regards de tes yeux, et par eux le fond de ton cœur. J'ai confiance en ta loyauté, et je veux t'associer à ma vie. Mais, dis-moi, qui es-tu? Quel est ton passé? Mon père était historiographe de la province des 4 vallées. Qu'il reçoive le titre posthume du 2e rang, avec le grade de maréchal. Son âme est là, murmure la jeune femme. Sa reconnaissance et la mienne sont sans limite. Mais, et toi? Quel pays heureux t'a donné le jour? Est-il certain que tu ne viennes pas des îles des génies? L'humble épouse, il y a déjà 24 printemps, ouvrit les yeux pour la première fois dans le village de Yunling, le tombeau des nuées, du gouvernement de la paix universelle. Et comment trouves-tu donc le palais? Tu avais été choisi par le gouverneur de la province? Après un silence, elle baisse la tête et dit avec un effort.
J'avais été proposé, il y a déjà 9 ans pour le palais du prince Chu. Le prince Chu, mon 18e fils. Tu étais l'épouse de mon fils. L'audacieux, il mérite la mort. Un frisson parcourt l'assistance devant le décret fatal. Déjà, le souverain poursuit ses questions. Mais comment se fait-il que l'épouse de mon fils soit présentée pour mon palais? Ce n'est pas lui seulement, mais encore le maître, après moi, le premier ministre, et toi aussi, Cao Li-che, chef des gardiens. Vous devez tous mourir. L'eunuque s'est agenouillé, martelant de sa tête le tapis épais. Je mérite la mort, certes, que le char de lumière, cependant, daigne entendre mon exposé. Parle, et hâte-toi, les bourreaux attendent. Le respectable prince Chu avait reçu, il y a longtemps, une jeune fille envoyée par le gouverneur des 4 vallées. Sa beauté l'ayant frappé, il avait songé aussitôt à la majesté de son auguste père, et avait donné l'ordre de faire inscrire la beauté sur les tablettes de jade où sont les noms des épouses impériales. Hier, il assistait à l'audience sacrée, et a cru reconnaître, dans la description du Seigneur notre roi, cet élu du tombeau des nuées. Il est venu me voir pour me demander comment il se faisait qu'elle n'eût pas encore été présentée. Nous avons découvert alors que, par une erreur de l'ancien chef des gardiens, la jeune fille était demeurée sous la garde de l'épouse du prince. La négligence de mon fils est sans excuse, qu'il regagne sans délai son fief, et qu'il n'ose jamais se présenter de nouveau devant moi. Je veux bien aujourd'hui l'épargner. Quant à toi, je ne fais que suspendre le châtiment. À la première faute que tu commettras, le plus affreux supplice te sera réservé. La jeune femme, toute tremblante, s'est agenouillée et répète. Le parfum de votre miséricorde descend au plus profond de mon cœur. Mais le maître, souriant, lui tend la main. Les fleurs des flambeaux s'agitent, la lune d'amour illumine le monde. Écartons de nous les soucis et réjouissons-nous dans la nuit splendide. Et, pour qu'une heureuse influence marque cette journée, je veux, dès aujourd'hui, te conférer le rang de seconde impératrice. Que l'édit soit promulgué quand le jour paraîtra, et que nul n'ose s'adresser à toi autrement que par ton titre de Kuei-fei. La jeune femme, encore agenouillée, se prosterne en murmurant des remerciements. Il la relève. Viens près de moi, jurons-nous une union éternelle. Vois, des épingles d'or. Prends-les pour fixer à jamais les nuages de notre bonheur sur la soie de notre amour. Voilà une boîte précieuse, tout incrustée de diamants. Qu'elle soit toujours emplie de parfums rares qui monteront vers toi comme les sentiments de mon cœur, et que les pierres étincelantes te rappellent sans cesse les feux de ma passion. Toute rosie de joie et d'orgueil, elle prend les objets que le souverain lui tend. Je reçois à 2 mains les doux joyaux, mais je redoute, hélas, dans mon insuffisance, de décevoir la bonté du ciel, pareille à la rosée douce et magique. L'orchestre entonne un hymne triomphal, pendant que le souverain, prenant l'impératrice par la main, descend les degrés de la terrasse, entre les doubles rangs des porteurs de lampadaires, et se dirige, lentement, vers le pavillon des plaisirs qu'il a choisi pour la nuit.